Dans le cœur gelé de l'Alaska, derrière des charnières rouillées et des décennies de silence, la grange de stockage d'Ivan Kilcher cache des secrets que personne n'était censé affronter. Ce qui a commencé comme un acte de maintenance de routine, une simple tentative de dégager de l'espace avant un autre hiver brutal, s'est transformé en une révélation suffisamment puissante pour briser l'image soigneusement préservée d'une des familles les plus admirées de la télévision. C'est l'histoire qui n'était pas censée remonter à la surface, celle qui est tranquillement enterrée sous le temps, le bois et le silence. Tout a commencé par une décision qu'Ivan avait évitée pendant des années. La vieille grange de stockage se trouvait à l'extrémité et de la propriété des Kilcher suffisamment loin des bâtiments principaux pour se sentir à part, presque oubliée. Au fil du temps, elle était devenue un dépotoir pour les outils abandonnés, les machines cassées et les objets dont personne ne se souvenait plus clairement de l'usage initial. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était enfoui sous les bâches, la poussière et le poids des années. Ivan se disait qu'il n'avait tout simplement pas trouvé le temps de s'en occuper. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la vérité. Il y avait quelque chose dans cette grange qui l'avait toujours troublé. Il ne pouvait pas le nommer exactement. Peut-être était-ce la façon dont le vent hurlait à travers ces planches déformées pendant les tempêtes, sonnant moins comme le temps et plus comme des voix. Ou la façon dont les ombres semblaient s'accrocher au coin, à l'intérieur plus sombre et plus lourde que partout ailleurs sur la propriété. Une fois, il y a longtemps, son père Otto avait fait remarquer avec désinvolture que certains endroits se souviennent de ce qui s'y passe. À l'époque, Ivan l'avait balayé comme un discours poétique. Debout là maintenant, les outils à la main, il se demandait si c'était un avertissement. Le début du mois de novembre de l'année 2024 arriva avec un air mordant. L'hiver se rapprochait rapidement, la lumière du jour diminuait de jour en jour, l'urgence s'insinuait dans chaque tâche inachevée de la ferme. Ce matin-là, Ivan se réveilla avec une certitude inquiète qu'il ne pouvait expliquer. La grange ne pouvait pas attendre plus longtemps. Ce qu'il y avait à l'intérieur avait attendu bien assez longtemps. Sa femme Yves le rejoignit, alors qu'ils se dirigeaient vers la structure, leurs bottes crissant sur le sol durci par le gel, leur souffle suspendu en nuages pâles entre eux. La grange s'affaissait légèrement, son bois altéré, blanchi par des décennies de neige, de vent et d'isolement. Elle avait été construite bien avant l'arrivée des équipes de télévision, avant que le nom des Kilcher ne signifie quoi que ce soit pour le monde extérieur. Cet endroit appartenait à une époque antérieure, une époque qui n'avait pas été touchée par les audiences ou la narration d'histoire. Ève resserre son manteau, alors qu'une rafale de vent descend des montagnes. « Cela fait 3 ans que tu parles de nettoyer cet endroit, dit-elle à voix basse. Pourquoi aujourd'hui ? Ivan cherche une réponse qui lui semble honnête. Il n'en trouve pas. Tout ce qu'il peut offrir, c'est un sentiment, une pression dans sa poitrine qui ne veut pas se relâcher. J'ai juste l'impression qu'il est temps, dit-il, conscient que cela sonne creux. Lorsqu'il ouvrit la lourde porte, les gonds poussèrent un cri de protestation, le son tranchant dans le silence. L'odeur les frappa instantanément. Rance moisie ancienne. C'était l'odeur de la pourriture et de la rouille du bois humide et de la vieille huile, mais aussi quelque chose de plus difficile à définir, comme le poids concentré d'années enfermées dans un seul souffle. Le temps lui-même semblait piégé à l'intérieur de cette grange. Ils entrèrent lentement, les lampes de poche traçant des chemins étroits dans la pénombre. La poussière s'élevait et tourbillonnait dans les rayons dérangés pour la première fois depuis des années, voire des décennies. Au début, ce qu'ils virent leur parut familier et inoffensif. De vieux outils étaient éparpillés là où ils avaient été déposés pour la dernière fois. Des cordes enroulées raides avec l'âge étaient suspendues à des clous. Un cadre de motoneige cassé était appuyé contre le mur, quelque chose dont Ivan se souvenait vaguement que son oncle l'avait traîné à la maison au cours des 1980 dernières années. Des pièges rouillés étaient figés, les mâchoires toujours en attente. Des piles de journaux jaunis annonçaient des crises depuis longtemps résolues, des désastres oubliés par le monde entier. C'était le résidu accumulé de générations de Kilchers, chaque objet témoignant de la survie de l'improvisation et de l'endurance. Mais à mesure qu'ils avançaient, écartant les bâches et soulevant les couvercles des caisses en bois, l'atmosphère changeait. L'air semblait plus lourd, plus épais, comme si l'espace lui-même résistait à la perturbation. Ève le sentait aussi. Ivan remarqua que ses mouvements ralentissaient, que sa main hésitait
avant de toucher quoi que ce soit, comme s'ils avaient traversé un terrain qui exigeait de la prudence. C'est alors qu'Ève se figea. Sa lampe de poche s'attarda sur une boîte métallique partiellement cachée derrière du bois pourri. Elle était verrouillée, sa surface s'écaillant au moindre contact. Elle essaya de la dégager, mais elle bougeait à peine. Ivan s'interposa pour l'aider, et ensemble, ils la traînèrent dans la faible lumière filtrant à travers les interstices des murs de la grange. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Ivan le reconnut immédiatement. Sa vue réveilla un souvenir si vif qu'il lui serra l'estomac. Elle avait appartenu à son grand-père Yule, le patriarche dont la présence dominait tout l'héritage des Kilcher. Ivan avait vu cette boîte une fois enfant assis dans la cabane de Yule pendant un long après-midi d'hiver. Il se souvenait l'avoir regardée attiré par la curiosité. Yule l'avait remarqué et avait dit doucement « Certaines boîtes sont faites pour rester fermées, mon garçon ». Ce souvenir revenait maintenant avec une clarté désagréable. Ivan et Yves échangèrent un long regard. Ni l'un ni l'autre ne parla, mais la question restait suspendue entre eux, lourde et inexprimée. « Es-tu sûr de vouloir savoir ?» La curiosité l'emporta comme elle l'avait toujours fait avec Ivan. Il cala un pied de biche dans la serrure et força. Le métal gémit, puis se brisa avec un craquement sec qui résonna bien trop fort dans l'espace confiné. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée qui craquait et se décollait à leur contact, se trouvaient des documents. Des lettres écrites dans des langues inconnues, décolorées, mais encore lisibles. De vieilles photographies qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies, montrant des visages et des lieux qui semblaient lointains, mais étrangement intimes. Et sous tout cela se cachait quelque chose qui fit reculer Yves dont le visage se vidait de ses couleurs. Un journal relié en cuir aux pages jaunies cassantes par l'âge. Sur la première page, une date 1973, sous cette date, une seule ligne écrite d'une écriture soignée et délibérée. Une ligne qui démonte tranquillement tout ce qu'Ivan pensait comprendre sur sa famille. L'histoire des Kilcher a toujours été présentée comme celle de la résilience et de la force des pionniers. Yule et Ruth Kilcher arrivant en Alaska dans les 1940, fuyant une Europe déchirée par la guerre, se construisant une vie à partir de rien, élevant 8 enfants dans l'isolement. C'était un récit de courage qui a inspiré des millions de personnes. Mais chaque histoire a des ombres, chaque légende cache des fractures. Le journal appartenait à Yule, et ses entrées s'étalaient sur plusieurs décennies de la fin des années 1950 jusqu'à peu de temps avant sa mort en 1998, Assis sur des caisses renversées des lampes de poche posées sur du matériel rouillé, Ivan et Ève ont commencé à lire. Ce qui s'est déroulé n'était pas l'histoire polie que la famille avait partagée publiquement. Yule a écrit des batailles internes bien plus profondes que les difficultés de la terre. Il a décrit des conflits amers avec ses enfants, des moments de regret et de colère soigneusement effacés de la mémoire familiale. Il a écrit des désastres financiers qui les ont presque forcés à abandonner complètement la ferme des nuits passées, à envisager un retour en Suisse. Ses écrits sur Ruth révèlent un mariage bien plus complexe que le partenariat idéalisé dont on se souvient dans les interviews et les livres. L'amour existe, mais aussi le ressentiment, l'épuisement et le silence. Et puis il y a les écrits de 1973, l'écriture devient erratique, le ton change. Cette année-là, un visiteur arrive à la propriété, un homme du passé de Yule porteur de documents, qui menace de révéler des secrets que Yule a enfouis lorsqu'il a fui l'Europe. Les mots deviennent frénétiques, les lignes inclinées et irrégulières, le désespoir saignant à travers l'encre. Ève se rapprocha lisant par-dessus l'épaule d'Ivan, sa voix à peine audible brisant le silence. Quelqu'un d'autre était-il au courant? Ivan secoua lentement la tête, le poids des générations pesant sur lui. En cet instant debout dans le silence froid de la grange, tous deux comprirent la même vérité. L'héritage Kilcher était bien plus fragile que quiconque ne l'avait jamais imaginé, et une fois découverts ses secrets, ne pourrait jamais être enterré à nouveau. Son père Otto n'en avait jamais parlé. Ses oncles et tantes, les différents frères et sœurs Kilcher qui avaient été adultes dans 1973, avaient de garder un silence unifié. Ou peut-être qu'ils ne le savaient vraiment pas. Il est possible que Yule ait porté ce fardeau seul, un fardeau qu'il ne pouvait pas partager même avec ses proches. Le nom du visiteur apparaît à plusieurs reprises dans le journal Klaus Reinhardt.
Selon les entrées de Yule Reinhardt, prétendait détenir des preuves de l'implication de Yule en temps de guerre, qui contredisaient le récit d'un simple musicien et agriculteur fuyant la persécution. Les dénégations de Yule s'étalent sur plusieurs pages, son angoisse étant palpable même à travers les décennies. Il raconte qu'il a rencontré Reinhardt en secret loin de la ferme, qu'il a essayé de le raisonner, puis de le rembourser. Et puis brusquement, les articles sur Reinhardt s'arrêtent. La dernière mention a été faite à la mi-septembre de 1973, L'affaire est réglée, que Dieu me pardonne. Personne ne doit jamais savoir. La grange est soudain plus froide. Ève resserre son manteau, ses yeux rencontrent ceux d'Yvain dans la faible lumière. Ils ont tous deux compris ce qu'ils tenaient entre les mains. Il ne s'agissait pas d'une simple histoire de famille, mais d'informations potentiellement explosives, qui pourraient démêler tout ce que le nom Kilcher représentait. La famille se déchire. La décision de savoir quoi faire du journal a accaparé Ivan pendant des jours. Ève et lui n'ont d'abord rien dit à personne, gardant la découverte enfermée dans leur propre maison pendant qu'ils se débattaient avec des choix impossibles. Protégez-vous l'héritage de votre famille ou recherchez-vous la vérité, quel qu'en soit le prix? Avez-vous le droit de prendre cette décision seul? Le poids du secret se manifeste physiquement. Ivan n'arrive pas à dormir, restant éveillé nuit après nuit, avec les mots de son grand-père résonnant dans son esprit. Ève le voit devenir de plus en plus hagard, les ombres sous ses yeux s'approfondissant de jour en jour. Ils ont lu le journal d'un bout à l'autre 2 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de complexité, de nouvelles raisons de parler ou de garder le silence. Les entrées ont peint le tableau d'un homme tourmenté, un homme qui a fait des choix qu'il ne pouvait pas concilier avec la personne qu'il voulait être. Pendant la journée, Ivan a suivi les mouvements de la vie de la ferme. Il s'occupait des animaux, réparait le matériel et souriait aux caméras les jours de tournage. Mais son esprit était ailleurs, coincé dans 1973, à essayer de comprendre ce que son grand-père avait fait et pourquoi. Ève a remarqué qu'il s'arrêtait parfois, fixant le vide perdu dans des pensées qu'il n'arrivait pas à articuler même à elle. L'isolement lié au maintien du secret devient insupportable. Chaque interaction familiale est perçue comme frauduleuse. Lorsque son père l'appelle pour discuter des affaires courantes de la ferme, Ivan se surprend à analyser les mots d'Otto à la recherche de significations cachées, se demandant ce que son père savait et n'avait jamais dit. La camaraderie facile qui avait toujours défini leur relation semblait tendue, artificielle, comme une performance qu'ils étaient tous deux trop fatigués pour maintenir de manière convaincante. À la mi-novembre, Ivan savait qu'il ne pourrait pas le supporter seul. Il a convoqué une réunion de famille s'adressant à son père Otto, à son oncle Hatz et à ses frères et sœurs. Les appels téléphoniques eux-mêmes étaient tendus. Otto avait demandé immédiatement de quoi il s'agissait, d'un ton qui laissait entendre qu'il s'en doutait déjà. Hatz s'était d'abord montré dédaigneux, prétendant qu'il était trop occupé, jusqu'à ce qu'Ivan dise simplement « C'est au sujet de grand-père Ewell, c'est important ». La ligne était restée silencieuse pendant un long moment, avant qu'Hatz n'accepte de venir. Ils se sont retrouvés dans la cabane principale de la ferme par un après-midi gris, le genre de jour où l'obscurité arrive tôt et reste tard. La tension dans la pièce était palpable, avant même qu'Ivan n'ouvre la bouche. Les membres de la famille s'étaient disposés presque territorialement, Otto près de la cheminée, Hatz près de la porte, comme s'il préparait sa fuite, les frères et sœurs dispersés entre eux dans des allégeances inconscientes. Otto Kilcher, le patriarche de la famille qui avait construit sa propre légende en tant que mécanicien et résolveur de problèmes, écoutait les explications de son fils avec un visage taillé dans la pierre. Quand Ivan a sorti le journal et l'a posé sur la table, Otto ne l'a pas saisi tout de suite. Il le fixa comme s'il risquait de le mordre, ses mains se recroquevillant sur ses genoux. La reconnaissance dans ses yeux était indubitable. Il avait déjà vu ce journal, ou du moins il en connaissait l'existence. « Où as-tu trouvé cela exactement ?» La voix d'Otto était prudente, mesurait chaque mot choisi avec précision. Ivan expliqua la grange, la boîte métallique verrouillée et les documents entourant le journal. Tout en parlant, il vit l'expression de son père passer du choc à quelque chose de plus sombre, de la reconnaissance peut-être, ou de la peur. La mâchoire d'Otto s'est serrée à plusieurs reprises, un muscle se contractant sous la peau usée par le temps. Lorsque Ivan a mentionné le nom de Klaus Reinhardt, les yeux d'Otto se sont brièvement fermés, un geste qui évoquait une vieille douleur qui refaisait surface. Hatz Kilcher, l'oncle d'Ivan, et une figure importante de la vie publique de la famille,
a pris le journal avec des mains qui n'étaient pas relativement stables. Il l'a ouvert à une page au hasard, l'a lu un moment puis l'a refermé, avec plus de force que nécessaire. Cela ne peut pas être rendu public. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Cela détruirait tout ce que nous avons construit. Tout ce que tu as construit a contesté la sœur d'Ivan ou tout ce que grand-père a construit sur des mensonges. La salle a éclaté. Les frères et sœurs d'Ivan ont posé des questions qui se sont entrechoquées dans une cacophonie de confusion et de colère. Pourquoi cela avait-il été caché? Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Comment pouvaient-ils faire confiance à ce qu'on leur avait dit sur l'histoire de leur famille? Otto est resté silencieux pendant tout ce temps, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots qu'il n'arrivait pas à cracher. Son silence était plus accablant que n'importe quel aveu. Ève, debout près de la fenêtre regardant la neige commencer à tomber, a finalement pris la parole. Sa voix a traversé le chaos avec une autorité inattendue. Et si c'était vrai? Et s'il y avait plus que ce qui est écrit dans ces pages, ne nous devons-nous pas de le découvrir? Nous sommes assis ici à discuter de la protection d'un héritage. Mais quel héritage protégeons-nous en fait? Un mensonge, nous devons à la mémoire de papa de laisser les chiens endormis se coucher. Hatz a répliqué, son visage devenant tout rouge. Quoi qu'il se soit passé dans 1973, Ewell a fait face. Il a protégé cette famille à l'époque et nous devons protéger son héritage aujourd'hui. C'est ce que fait la famille. Nous nous protégeons les uns les autres. Mais Ivan n'était pas convaincu. Il avait passé des jours à ne penser qu'à ça et il était arrivé à une conclusion qui le mettait en porte-à-faux avec sa famille. Les mots sont sortis plus durs qu'il ne l'avait prévu, aiguisés par les nuits blanches et les luttes morales. Et Klaus Reinhardt, que lui est-il arrivé? Grand-père a écrit que l'affaire était résolue, mais il n'a jamais dit comment. Cela ne dérange personne d'autre. Un homme est venu ici, puis il a disparu. Et grand-père a écrit ces mots. Que veut dire « résolu » ? Le silence qui suivit fut écrasant, rompu seulement par le crépitement du feu dans l'âtre et le murmure du vent contre les fenêtres. Otto se leva enfin sa chaise, raclant le plancher de bois, usé avec un bruit semblable à un râle d'agonie. Ton grand-père était un homme bon, il nous a tout donné. Quels que soient les choix qu'il a faits, il les a faits pour assurer la sécurité de cette famille. Je ne laisserai pas sa mémoire traîner dans la boue à cause d'un vieux journal qui ne veut probablement pas dire ce que vous pensez qu'il veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, papa Ivan a insisté. Parce que pour moi c'est assez clair. Les mains d'Otto tremblaient légèrement lorsqu'il a attrapé son manteau. Cela signifie qu'il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé, là où elles doivent être. La réunion s'est mal terminée. Les membres de la famille se sont quittés sans avoir trouvé de solution, le journal restant sur la table comme une bombe que personne n'a voulu désamorcer. Ivan sent les fractures se former, les lignes de faille qui ont toujours existé dans la dynamique de la famille Kilcher, mais qui s'élargissent maintenant en gouffre. Les frères et sœurs qui ont toujours été proches ne peuvent soudain plus se regarder dans les yeux. Les caméras qui ont documenté leur vie pendant des années se sentent soudain comme une menace, plutôt que comme une présence à laquelle ils s'étaient habitués. Comment pouvaient-ils continuer à faire régner l'harmonie familiale alors que ces ténèbres les séparaient? Cette nuit-là, seul avec Ève, Ivan prit une décision. Il enquêterait. Il découvrirait ce qui était arrivé à Klaus Reinhardt dans 1973, et il le ferait discrètement avant de décider si la vérité devait être partagée avec le monde ou enterrée plus profondément que Yule n'y était parvenu. Ève acquiesça même si ses yeux reflétaient la même peur que celle qu'Ivan ressentait. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. Vérités enfouies. Les recherches sur le passé ne sont jamais simples, surtout lorsque ce passé est enfoui dans l'Alaska rural des années 1970. Ivan a commencé discrètement en s'adressant aux anciens de Homer et des communautés environnantes, des gens qui pourraient se souvenir d'un étranger arrivant cet été-là. Il pose ses questions avec prudence, ne mentionnant jamais son grand-père directement, prétendant toujours faire des recherches sur l'histoire locale dans le cadre d'un projet. Ce qu'il trouve est troublant par son ambiguïté. Plusieurs personnes se souviennent d'un Européen ayant séjourné dans un petit lodge près d'Homer en août et septembre de 1973, Il s'était tenu à l'écart posant des questions sur la propriété des Kilcher et sur les premiers colons. Une femme plus âgée s'est souvenue qu'il semblait agité et nerveux, comme s'il fuyait quelque chose ou se dirigeait vers quelque chose de dangereux. Puis il avait disparu.
Personne ne se souvenait de son départ. Ses affaires avaient été laissées au gîte, puis emballées et stockées lorsqu'il n'était pas revenu. Le propriétaire du gîte de l'époque avait signalé l'incident aux autorités locales. Pourtant, en l'absence de preuves d'un acte criminel et compte tenu des nombreuses façons de mourir accidentellement en Alaska, l'enquête avait été au mieux superficielle. Klaus Reinhardt était simplement devenu un autre mystère englouti par la nature sauvage. Ivan se sentait mal. Il voulait croire qu'il y avait une explication innocente, que Reinhardt avait simplement décidé de partir, que l'énigme du journal de Yule n'avait rien de sinistre. Mais les pièces du puzzle s'emboîtent trop bien pour qu'on s'y sente à l'aise. Un homme qui menace de révéler des secrets, un grand-père qui cherche désespérément à protéger sa famille. Une disparition soudaine, suivie de décennies de silence. Il a fait part de ses découvertes à Eve lors d'un dîner au début du mois de décembre. La neige tombait à l'extérieur de leurs fenêtres, le monde devenait blanc et propre tandis qu'ils discutaient de choses qui semblaient être irrémédiablement sombres. Eve écoutait le visage troublé, et lorsqu'il eut terminé, elle posa la question qu'il avait évitée. « Pensez-vous que votre grand-père l'a abattu ?» Les mots restèrent en suspens entre eux. Ivan voulait dire non immédiatement, défendre l'homme qui avait été son héros, qui représentait tout ce qu'il y avait de noble dans l'esprit des pionniers. Mais l'honnêteté l'a forcé à admettre la vérité. Je ne sais pas, mais je pense qu'il a peut-être fait quelque chose et je pense que mon père en sait peut-être plus qu'il ne le dit. La confrontation avec Otto était inévitable, mais Ivan la redoutait. Leur relation a toujours été complexe, marquée par un respect mutuel, mais aussi par le comportement bourru d'Otto et sa tendance à taire ses sentiments. Pourtant, lorsqu'Ivan se rend enfin à la propriété de son père et demande une conversation privée, Otto semble presque soulagé. Il s'assoit dans l'atelier d'Otto, entouré de projets mécaniques et d'équipements récupérés qui définissent sa vie. Ça. Otto n'a pas laissé Ivan s'avancer sur le sujet. Tu t'es renseigné sur 1973, sur l'homme européen, ce n'était pas une question. Même Noded a été surpris que son père le sache déjà. Depuis combien de temps le sais-tu, Otto est resté silencieux pendant un long moment, ses mains travaillant sur un morceau d'acier, le façonnant avec des outils usés par des décennies d'utilisation. J'avais 21 ans cet été-là, j'étais assez vieux pour remarquer les choses. Papa était différent après l'arrivée de cet homme, en colère comme je ne l'avais jamais vu. Effrayé aussi même s'il essayait de le cacher. Saviez-vous ce que Reinhardt voulait? Pas les détails, mais je savais qu'il s'agissait de quelque chose de la guerre. Il m'a dit une fois, juste une fois, que nous portons tous des ombres du passé, et que certaines ombres sont mieux laissées dans l'obscurité. Otto a finalement levé les yeux croisant le regard de son fils. En septembre, papa m'a demandé de l'aider à faire quelque chose. Nous avons pris un bateau pour aller sur l'une des plages éloignées et nous avons transporté du matériel lourd. Il ne m'a jamais dit à quoi cela servait et je n'ai jamais demandé. C'est ainsi que fonctionne la culture Ivan. On ne pose pas de questions quand on sait déjà qu'on n'aimera pas les réponses. Le sous-entendu était clair. Otto avait aidé son père à faire quelque chose peut-être sans le savoir, peut-être en l'ignorant volontairement. Le poids de cette connaissance l'avait habité pendant 50 ans, un fardeau qu'il avait porté en silence, tout en construisant sa propre vie et en élevant ses propres enfants. Confrontation, la révélation de l'implication potentielle d'Otto, même si elle n'est que marginale, change tout. Ivan se retrouve déchiré entre la loyauté envers son père et son grand-père, et la conviction grandissante que la vérité ne peut rester enfouie éternellement. Le journal, le témoignage d'habitants de longue date et maintenant la confession de son père créent un tableau trop troublant pour être ignoré, mais c'est Eve qui a forcé la véritable confrontation. À la mi-décembre, elle insiste pour que la famille se réunisse à nouveau cette fois-ci, en présence de tous les membres. Otto résiste Hatz est furieux, mais la famille finit par se réunir à nouveau. Cette fois, Ivan a tout apporté. Le journal, ses notes de recherche, la chronologie qu'il a construite des derniers jours de Klaus Reinhardt en Alaska. Hatz s'est levé avant même qu'il ne puisse commencer. C'est de la folie. Vous construisez une théorie du complot à partir du journal d'un vieil homme et de quelques souvenirs flous. Même si quelque chose est arrivé à ce Reinhardt, vous n'avez aucune preuve que papa était impliqué. Mais vous n'avez pas la preuve qu'il ne l'était pas, a répliqué Eve. Et surtout, garder ce secret est en train de déchirer cette famille. Regardez autour de vous. La moitié d'entre vous ne se parle pas. Les caméras ont remarqué la tension. Combien de temps avant que cela n'explose publiquement, c'était le point essentiel. L'Alaska, la dernière frontière, a fait des Kilchers un bien public. Leur vie, leur lutte, leur triomphe ont été un divertissement pour des millions de personnes.
Si cette histoire éclatait, si un journaliste d'investigation avait vent d'un mystère vieux de 50 ans impliquant le patriarche de la famille, ce serait une tempête de feu médiatique qu'aucun silence ne pourrait endiguer. Otto parle enfin la voix lourde du poids des décennies. Mon père était un homme compliqué. Il a fui la Suisse, sans rien s'est construit une vie ici, à force de volonté, et a élevé 8 enfants dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Quoi qu'il soit arrivé à Klaus Reinhard Ewell, a choisi de protéger sa famille. J'ai passé 50 ans à respecter ce choix. En étant complice de la dissimulation de ce qui aurait pu être un meurtre. Les mots sont venus de la sœur d'Ivan, sa voix tremblante mais déterminée. Ce n'est pas de la protection papa, c'est de la corruption de tout ce que grand-père prétendait défendre. La dispute qui s'ensuivit fut vicieuse. Les membres de la famille prennent parti de vieux griefs refont surface et les accusations fusent. Au centre de tout cela se trouve le journal dont les pages jaunies contiennent des mots qui refusent de rester enfouis, même si certains veulent désespérément les repousser dans l'obscurité. C'est Hatz qui finit par proposer une solution bien que sa voix soit empreinte de réticence. Nous engageons un détective privé, quelqu'un de discret, qui peut enquêter sur la disparition de Reinhard sans la rendre publique. S'il trouve des preuves que papa était impliqué dans quelque chose de criminel, nous nous en occupons alors. S'il n'en trouve pas, nous mettons ce journal sous clé et nous n'en parlons plus jamais. Le compromis ne satisfaisait personne complètement, mais il était suffisamment acceptable pour mettre fin à l'impasse. Ivan était d'accord, même s'il soupçonnait que la vérité serait impossible à prouver définitivement après tant d'années. Otto avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en un seul après-midi, les rides de son visage étant plus profondes qu'elles ne l'étaient quelques heures plus tôt. Alors que la famille se dispersait dans l'obscurité de décembre. Ivan resta à l'extérieur de la cabane avec Yves regardant ses proches disparaître dans la neige. Nous ne pouvons pas défaire cela, n'est-ce pas? Même si l'enquêteur ne trouve rien, nous avons tout changé. Ève lui prit la main, sa poigne étant ferme malgré le froid. Peut-être que certaines choses doivent changer. Peut-être que les héritages parfaits ne sont que des mensonges bien entretenus. Votre famille a survécu à pire que la vérité. Mais Ivan n'est pas sûr qu'elle ait raison. Les Kilcher ont survécu à des hivers brutaux, à la ruine financière et à la pression constante d'une vie sous le regard du public. Il reste à voir s'ils pourront survivre au dévoilement de leur histoire d'origine. L'enquêtrice privée Margaret Chen, une policière d'État à la retraite de l'Alaska, a commencé son travail au début du mois de janvier de 2025. Ivan l'avait choisie spécifiquement parce qu'elle n'avait aucun lien avec le nom des Kilcher et aucune raison de les protéger contre des vérités gênantes. L'enquête de Chen a duré des semaines. Elle a retrouvé les archives de 1973, interrogé les quelques personnes qui se trouvaient dans la région à l'époque, et même retrouvé la famille survivante de Klaus Reinhard en Allemagne. Ce qu'elle a découvert était moins définitif qu'Ivan ne l'avait craint, mais plus troublant qu'il ne l'avait espéré. Reinhard était en effet venu en Alaska avec des documents relatifs au passé de Yule Kilchers en Europe. Ces documents que Chen avait réussi à obtenir du neveu de Reinhard suggéraient que Yule avait été impliqué dans un groupe de résistance pendant la guerre qui avait opéré dans des zones moralement grises. Pas un nazi comme Reinhard avait apparemment menacé de le prétendre, mais pas non plus le simple musicien et objecteur de conscience que l'histoire de la famille dépeignait. Yule avait fait des choix difficiles en des temps impossibles, des choix qui lui avaient laissé du sang sur les mains, même si c'était pour s'opposer au fascisme. L'objectif de Reinhard était apparemment le chantage menaçant de révéler cette histoire si Yule ne payait pas des sommes substantielles. Les documents montrent que Yule avait effectué un paiement et avait ensuite refusé d'autres demandes. Après cela, Reinhard avait disparu. Le rapport de Chen remis à la famille fin janvier concluait que si Yule Kilcher était probablement impliqué dans la disparition de Reinhard, il était impossible de le prouver définitivement 50 ans plus tard. Elle n'avait trouvé aucun corps, aucun témoin d'un quelconque crime, aucune preuve, autre que des liens circonstanciels et les entrées cryptiques du journal de Yule lui-même. D'un point de vue juridique, il n'y avait rien à poursuivre. D'un point de vue moral, la famille devait tirer ses propres conclusions. La réunion au cours de laquelle Madame Chen a présenté ses conclusions s'est déroulée dans le calme. Cette fois, il n'y a pas eu de cris, pas de confrontation dramatique. Juste une famille assise avec la certitude que leur patriarche bien-aimé avait presque certainement tué un homme pour protéger les secrets d'un passé qu'aucun d'entre eux n'avait entièrement compris. Otto a parlé en premier, sa voix est rude.
Nous savons donc, mais nous ne pouvons pas le prouver, et le monde n'a pas besoin de savoir. Ivan a regardé son père, le voyant peut-être plus clairement que jamais. Un homme qui avait passé toute sa vie dans l'ombre d'un père qu'il avait vénéré, qui avait aidé à enterrer des preuves littérales et figuratives, qui avait porté ce poids en silence pendant 5 décennies. Mais nous le savons, nous le saurons toujours. Comment vivre avec cela? De la même manière que nous avons vécu avec tout le reste, répond Hoth. En se rappelant que les gens sont compliqués, en comprenant que la survie exige parfois des choix terribles, en ne jugeant pas nos grands-parents selon des normes qu'ils n'ont jamais eu le luxe de respecter. C'était une rationalisation, mais c'était aussi la seule façon d'avancer. La famille a décidé collectivement de garder le journal et l'enquête privée. Ils ne détruiraient pas les documents, mais ils ne les rendraient pas publics non plus. Les générations futures pourraient décider elles-mêmes de ce qu'il convient de faire de la vérité. Pour Ivan, cette découverte a irrémédiablement changé sa relation avec l'héritage familial. Il regarde désormais la propriété différemment, voyant non seulement le triomphe de la survie, mais aussi son coût. Les caméras ont continué à tourner. Alaska, la dernière frontière, a continué à filmer, et les Kilcher ont présenté leur histoire au monde entier. Mais Ivan avait le poids de savoir que sous chaque légende se cache une vérité plus compliquée. La grange de stockage a finalement été nettoyée, son contenu catalogué et distribué. La boîte métallique qui contenait le journal de Yule a été refermée à clé et placée dans un coffre-fort dans la maison d'Ivan, où elle restera pour l'instant. Certains secrets restent enfouis, d'autres refont surface au moment opportun, et d'autres encore vivent dans l'espace intermédiaire connu mais inexprimé, façonnant les familles à travers les générations de manière à la fois visible et invisible. L'hiver s'est intensifié dans la ferme. La vie a continué son implacable marche en avant, et les Kilcher, comme toutes les familles, ont appris à porter leur vérité compliquée, en même temps que leur personnalité publique, comprenant que les deux étaient de réels valables, et qu'elles faisaient inévitablement partie de leur identité. Ce qu'Ivan Kilcher a trouvé dans cette grange oubliée a tout changé et rien du tout. La famille continue, les caméras tournent toujours, et la nature sauvage de l'Alaska est toujours aussi impitoyable. Mais certaines découvertes ne peuvent rester sans suite, et certaines questions refusent de rester enfouies dans le sol froid de l'Alaska. Que feriez-vous si l'héritage de votre famille était en jeu? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites de la famille la plus célèbre de l'Alaska.